Bonjour, dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter une identification au jeu de cartes qui est pratiqué par les petits joueurs de cartes de ce tableau euh, exécuté en 1635-1638 dans l'atelier des frères Lenain. Si ce tableau a bien été analysé sur de nombreux plans, je n'ai pas trouvé d'essai d'identification du jeu pratiqué. Bon, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais vous donner à la fin un résultat, ce qui ne voudra pas dire que c'est ce jeu qui était joué. Mais c'est le jeu qui, euh, qui coche toutes les caractéristiques d'une règle connue. Alors, que voyons-nous? Nous voyons d'abord 4 enfants qui jouent aux cartes. 4 enfants qui jouent aux cartes, c'est des enfants d'un milieu social très défavorisé, pauvre. Ce n'est pas donc du tout un jeu aristocratique. Ce n'est pas le tric-trac pour les jeux de table. Ce n'est pas le jeu de l'ombre pour pour les jeux de cartes, par exemple. Alors, quel peut être ce jeu? Quel peut être ce jeu? Voyons. 4 joueurs. 4 joueurs, c'est sûrement un jeu assez facile au niveau des règles. Assez simple, qui ne veut pas dire que ce sera un jeu facile à gagner, mais c'est un jeu facile à apprendre. Alors, on va partir sur ce principe. Deuxièmement, on voit quoi? On voit que les 4 joueurs sont organisés en 2 équipes, c'est clair et net. Vous avez équipe à droite, 2, et à gauche, 2. Ils sont côte à côte. Les équipiers sont côte à côte et font face. C'est une pratique très fréquente aux jeux de cartes anciens. Aujourd'hui, les jeux à 4 sont croisés. Les deux équipes sont croisées. Par exemple, la belote. On va prendre la belote, le bridge, etc. Le whist anglais faisait ça déjà il y a bien longtemps. Mais là, souvent, les jeux qui étaient pratiqués de cartes, et c'était comme on le voit. Alors, c'est très intéressant parce que ça veut dire que l'équipe peut se consulter, puisqu'ils sont côte à côte, ils peuvent regarder leur jeu, échanger du regard leur jeu, et puis échanger sur la tactique à jouer. C'est ce qu'ils font à droite, on le voit très, très nettement. On voit bien que le joueur du fond, ici, qui est le premier en carte, puisque là, on voit, c'est le donneur, il a le talon devant lui, il n'y a aucune autre carte, il n'y a pas de levée qui ont été faites, rien. C'est le début du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le premier en carte, c'est celui qui suit le donneur, c'est très fréquent, hein, c'est comme ça. C'est généralement le cas, et c'est lui le premier en carte. Et il questionne le donneur qui est lui est le dernier en carte, puisqu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en France et aussi dans le sud de l'Europe. Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier en carte qui est le donneur. L'avantage de l'équipe qui a donné, c'est que c'est organisé de telle manière que ils vont jouer la première carte et ils vont aussi jouer la dernière carte de la levée, donc ils maîtrisent le jeu. Jusqu'à quel point, c'est à voir. Ensuite, on peut imaginer que lorsqu'une levée sera faite, c'est celui qui, de manière classique, c'est celui qui aura fait la levée, peu importe, un des 4, qui reprendra la main pour jouer la première carte, et ainsi de suite jusqu'à la fin du coup.
Bon, là, on vient de parler un peu de ce que ça pourrait être. Ensuite, que note-t-on? Eh bien, on note sur les attitudes que ceux de droite sont très concernés. Ils se questionnent. Et là, en tout cas, celui qui va jouer questionne son partenaire. Ça réfléchit. Est-ce que c'est la bonne carte? Non, oui. Et la pression est dans les têtes. De l'autre côté, la pression est plus faible. On le voit très bien. Chacun regarde le jeu de l'autre. Et on est plutôt dans l'avenir. Pas sur cette levée, puisque tant que la première carte n'a pas été posée, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est pas la peine d'aller lancer des réflexions très profondes comme ils sont obligés de le faire à droite. C'est plutôt dans la stratégie future, comment on va organiser, si on prend la main, comment on va faire. Est-ce que je vais prendre la main, est-ce que je vais te la laisser, etc. etc. C'est très très intéressant comme jeu. Donc voilà les deux attitudes. Bien sûr que lorsque le premier en carte l'aura posé sur la table, à ce moment-là, le deuxième et le troisième vont se consulter pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et là, la tension ne sera pas la même. Mais la tension est toujours plus forte lorsque on est premier en carte. Voilà, ça c'est une évidence, voilà, de ce type de jeu. Ça ne nous dit pas encore exactement quel est le jeu auquel je pense. Mais vous voyez donc un jeu de levée par équipe, 2 contre 2, de front, etc. Voilà. Le nombre de cartes que les joueurs ont en main, ça c'est très intéressant. Eh bien, ils en ont 3. Ils ont 3 cartes. Et c'est clairement affiché. Hein. 1, 2, 3, vous voyez, ici. Ici, 1, 2, on ne voit pas très bien, il y a une troisième. Et ici, 1, 2 et 3. Vous voyez 1, 2 et 3. Ce qu'on peut voir d'ailleurs dans sa main ici, je vais essayer de grossir, c'est qu'il tient deux cartes ici et une autre dans sa main droite. S'il est droitier, il s'apprête à la jouer puisqu'il sera le dernier en carte. Donc s'il joue celle-là, il jouera celle-là et c'est bon. Tout est prévu, vous voyez, jusqu'au bout de la levée. Voilà. Ensuite, 3 cartes. Alors qu'est-ce que ça nous évoque, 3 cartes, comme jeu? 3 cartes, ça évoque immédiatement le brelan. Le brelan était un jeu avec uniquement 3 cartes. Avec aussi un talon et avec une retourne, comme on voit ici. La différence, c'est que le brelan n'est pas un jeu de levée, mais c'est un jeu de renvie. C'est un jeu apparenté au poker d'aujourd'hui. Sauf qu'au poker d'aujourd'hui, il n'y a pas de retourne et il n'y a pas de talon utilisable. Mais le brelan, oui. La différence qu'il y a par rapport à ce tableau, c'est que ça ne se joue pas par équipe, mais de manière individuelle. Et puis on n'a pas à jouer une carte comme il s'apprête à faire, visiblement, pour faire une levée. Non, ça ne se fait pas. Donc ça ne peut pas être le brelan. Le brelan qui est très représenté dans les tableaux de l'époque, hein, notamment pour la triche, pour exprimer, pour montrer des scènes de tricheurs aux cartes. Mais il y a aussi un autre jeu qui était populaire, c'était la prime, qu'on va trouver aussi sur d'autres tableaux, des tableaux de la tour. Et on va trouver un tricheur, à l'as de carreau, je crois bien que c'est. Eh bien, la prime, c'est un peu comme le brelan, plus compliqué. Et il y a pas 3 cartes, par contre, il y en a 4. Ça ne va pas avec notre tableau. Et de plus, à la prime,
il peut y avoir un talon qui ne sera pas utilisé, mais par contre, il n'a pas de retourne. Ça ne va pas. Donc, ni le brelan, ni la prime. Mais probablement un jeu de levée avec 3 cartes en barre équipe. Okay. La prime, il n'y a pas d'équipe. Et bon, alors, pas de renvie probablement. Il nous reste quoi? Eh bien, il nous reste la brusque en bille. Il nous reste la brusque en bille. Alors, la brusque en bille, j'ai déjà fait une vidéo sur la brusque en bille. J'ai aussi fait parler du Bézigue. Et j'ai aussi montré que le Bézigue, c'était un descendant de la brusque en bille. La brusque en bille est passée d'abord par la brisque et le briscan, avant de devenir le Bézi, qui a été rebaptisé Bézigue à Paris. Là, on part, la première règle de la brusque en bille, c'est là que ça cloche, et date de 1718. 1718, elle est dans l'Académie universelle des jeux. Alors, c'est l'Académie universelle des jeux, ben déjà, même une règle écrite, c'est pas destiné au peuple. Donc, c'est plus aristocratique. Ce jeu, j'ai dit, tel qu'on le voit, c'est pas un jeu aristocratique. Il n'empêche que c'est un jeu d'argent, où on peut jouer de l'argent. Il y en a sur la table, des petites pièces, mais on peut y jouer beaucoup d'argent. Et du moment que ces jeux-là, populaires, sont favorables pour gagner de l'argent, bah, il n'y a pas de raison que ça passe pas dans ce qui est l'aristocratie. Vous comprenez? Voilà, c'est pas la bataille, hein. On joue pas à la bataille là. Et encore que la bataille, c'était joué dans l'aristocratie chez les enfants à condition d'y mettre un peu d'argent. Il y a des preuves. Bon. Alors, ce jeu, la brusque en bille, 1718. C'est au milieu du XVIIIe siècle qu'on passe à la brisque et au briscan. Alors, on s'est posé la question, pourquoi brisque et briscan par rapport à brusque en bille? Eh bien, c'est que le brusque en bille s'appelait surtout, c'est pas surtout, mais s'appelait la brisque en bille aussi. La règle, c'est marqué brusque en bille, mais quand on fait des recherches sur ce jeu, on va trouver souvent marqué brisque en bille. C'est qu'un problème de prononciation. Mais si on part sur brisque en bille et on trouve ce nom trop long pour un joueur, il va le réduire. Il va prendre un diminutif de brisque en bille et passe à brisque. Et aussi il passe à briscan, soit l'un, soit l'autre. Ça se tient. Puis on arrive autour de 1800. Et là, on a fait un pas, hein. Presque un siècle après l'écriture de la règle de la brusque en bille, on va tomber sur le Bézi. Le Bézi qui est donc j'ai aussi une vidéo donc sur le Bézi qui montre les règles du Bézi, ce qui en fait ou le 500 bordelais. Et bon, eh bien écoutez, le Bézi c'est rien d'autre que la brusque en bille. Après être passé par l'étape de la brisque ou du briscan et avoir encore revu les règles, et on arrive donc au Bézi. Et le Bézi, arrivé à Paris, a une vogue terrible, importante, incroyable, et pour arriver à devenir le Bézigue. C'est de l'argot, probablement. Le Bézigue, voilà. Et il se joue au XXe siècle aussi, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un jeu oublié, le Bézigue. Mais peu de monde sait que le Bézigue, à l'origine, c'est la brusque en bille, ou la brisque en bille. Alors, de la seule règle écrite d'origine, elle date donc de 1718. Or là, nous sommes en 1635.
Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier que... Qu'est-ce qui pourrait justifier... Qu'est-ce qui pourrait faire dire que la Bruscambie, elle se jouait en 1635? Alors, d'abord, je dirais que ce n'est pas parce qu'une règle a été écrite à une date qu'il ne se jouait pas bien avant. Pas tout écrit d'un seul coup. Hein. La règle du tric-trac, par exemple, elle date de 1634, mais il se jouait déjà en 1500, au minimum à partir de 1500. Mais c'est vrai que le nom apparaissait, alors que celui de Bruscambie n'apparaît pas. Cependant, on va aller sur mon site, l'Académie des Jeux oubliés, à la page de la Bruscambie. Là, nous y sommes. C'est l'Académie des Jeux oubliés, voilà, la Bruscambie. Et alors, quand est-ce que j'ai écrit ça? Je l'ai écrit en 2003. Ça remonte, hein. 21 ans. On arrive dans la 22e année. On revient en haut. Donc la Bruscambie. Donc j'écris ça à cette époque-là. Et je prends toutes mes références que j'ai trouvées, voilà. Et il y en a une, alors c'est celle de 1779, les mélanges tirés d'une grande bibliothèque. Je l'ai déjà cité pour le nain jaune. C'est Marc-Antoine René de Voyer d'Argenson. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben lui, pour lui, Jean Gracieux, donc il est décédé en 1634, qui était un comédien, donc un comédien dans la farce, notamment. Il se faisait appeler Bruscambille. Et il avait écrit de nombreux prologues, ces prologues qui étaient donc des histoires qui racontaient avant que se déroule la scène principale d'une pièce de théâtre pour faire patienter, difficilement parfois, le public. Alors ces prologues étaient très chauds. Hein, bon. Donc vous les trouvez facilement sur Internet, sur Google Livres, et vous serez édifié sur ce qu'il disait. C'est tout de même, c'est cru, mais c'est très, très intéressant. Et donc, dans un de ces prologues, nous dit d'Argenson, eh bien, Jean Gracieux, dit Bruscambille, nous a parlé de ce jeu qu'il aurait inventé et qu'il pratiquait sur le Pont-Neuf, à Paris. Le problème, c'est que j'ai cherché dans les prologues si je pouvais trouver ce qu'il cite, cette citation, et je ne l'ai pas trouvé. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais je ne l'ai pas trouvé. Et donc à l'époque, je disais, tant qu'on n'a pas la citation, je dirais que l'étymologie reste incertaine. Cependant, il a bien fait le pas et il dit qu'il a une preuve. Bon, c'est pas n'importe qui quand même, Marc-Antoine René de Voyer d'Argenson. Allons le voir. Et voilà, page de Wikipédia, voyons de plus près. Voilà. D'accord. Alors, dans ce qui nous intéresse, c'est ce chapitre, Passion des livres, bibliothèque du marquis de Paulmy. C'est lui, le marquis de Paulmy. 1757, le marquis de Paulmy loge par brevet du roi à l'Arsenal. Et il fait transformer peu à peu le bâtiment en bibliothèque pour y loger ses livres et ses très importantes collections de manuscrits, médailles et estampes. C'est-à-dire qu'en fait, d'Argenson est à l'origine de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Bon, c'est un érudit, il n'y a pas de problème. Et donc, lui, il fait la relation sans trembler entre le jeu de la Bruscambille, dont la règle est de 1718, avec Bruscambille, qui est décédé en 1634, qui était un farceur. Voilà. Alors, écoutez, prenons ce qu'on nous donne. Et avec tout ce qu'on vient de nous donner, pourquoi pas?
pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un jeu quand même très populaire, puisque quand si le gracieux, donc gracieux, donc c'est plutôt travailler sur des théâtres de foire, hein, des choses comme ça va très bien, hein, ça va très bien, ça va très bien. Il nous reste un problème. Euh, Quel jeu de cartes ils utilisaient? Combien de cartes? Bon, là, on voit que le talon n'est pas très épais. La règle de 1718, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on utilise à la base, un jeu de 32 cartes. 32 cartes. Alors 32 cartes, c'était courant en 1718, c'est un jeu raccourci, c'est un jeu 52 cartes raccourci, et qui a été en fait utilisé pour jouer au piquet, pour le jeu de piquet, donc vous trouvez aussi les vidéos et les règles sur le site. Bon, ben le piquet, 32 cartes, la plus petite c'est le 7. Eh bien, aujourd'hui encore, on peut encore trouver des boîtes de 32 cartes. Sur la tranche, il est écrit belote, piquet, manille. Voilà, c'est les trois jeux principaux auxquels on jouait au XXe siècle avec 32 cartes. Et le piquet, vous voyez, un peu, il a duré très très longtemps et il continue à durer. Eh bien, le piquet, il faut savoir que c'était vers 1700, on appelait ça le petit piquet. Parce qu'il y avait le piquet normal, et le piquet normal, il se jouait à l'époque de Molière. Et à l'époque de Molière, il se jouait avec 36 cartes, et non pas avec 32 cartes. 32 cartes, c'est parce qu'on a raccourci le jeu de piquet normal. C'était 36. 36, c'est-à-dire qu'il y avait les 6 en plus. Ah, et là on est quand même à une époque, puisque Molière a écrit Les Fâcheux, et dans Les Fâcheux se trouve donc une scène sur le jeu de piquet. Donc j'ai une vidéo aussi qui explique cette scène. Eh bien, ben écoutez, là on est avant. 1635, on est avant Les Fâcheux. Bon, on peut penser 36 cartes, ça serait pas bête. Alors allons voir le talon. Bah, le talon, moi, je ne sais pas si vous voyez comme moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un 6. C'est un 6 de pique, probablement. Là, les cartes, c'est des dos, hein, ils sont blancs, c'est normal. Oui. Voilà. Voilà ça. Vous voyez, donc 6. Si c'est un 6, il y a au moins 36 cartes. Il y a quelque chose qui m'intéresse quand même avec ce 6. Parce que pourquoi avoir mis un 6? Alors, si c'est la brusque-en-bille, c'est intéressant. Parce qu'à la brusque-en-bille, la retourne, c'est l'atout. Bon, après, vous verrez qu'il y a des échanges et que le dernier à relever, on va redistribuer à chaque levée, on va compléter tout le temps pour avoir 3 cartes, 3 cartes, 4 jusqu'à la fin du talon. Donc il y en a un qui va récupérer la retourne. Mais lorsqu'on passe à la brisque, au brisquant et au bézi, qui viennent après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une gestion de la retourne qui est faite sur ces versions du brusque-en-bille, dans laquelle celui qui a, alors c'est 32 cartes, donc c'est le 7 qui est la plus petite, celui qui a le 7 d'atout dans sa main, il va pouvoir la remplacer par la retourne, admettons que la retourne est un as, vous voyez, c'est un costaud. Bon, ben, selon certaines conditions qui va dépendre de la règle, soit de la brique, du brisquant ou du baiser, le moment pour le faire, etc., eh bien, le joueur en possession après la première donne pourra échanger sa plus petite carte d'atout, donc le 7, avec la retourne. Peut-être que, alors là j'extrapole, hein, mais peut-être que si c'est un 6 ici, on est dans ce cas-là. Alors soit c'est la retourne était avec le 6 la plus petite, mais il peut être aussi fait que l'échange a déjà été fait. Ben, bon, là je vais un peu loin en besogne, mais pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas.
Mais dans la règle de 1718, il n'y a pas de gestion de la retourne de cette manière. C'est pas interdit de s'y autoriser. Et c'est pas interdit de penser que ça a pu se faire avant. On n'a pas besoin d'attendre des règles d'autour de 1750 pour le dire. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai tout dit. Je crois que je ne peux pas dire davantage. Et j'en ai fini avec le tableau que je vais mettre en grand. Le tableau des petits joueurs de Bruscambille. De Briscambille. Non, alors j'exagère parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas apporté de preuves que c'était ça, puisque c'est impossible. Par contre, j'ai donné mes arguments. Et chacun en fera ce qu'il voudra. Voilà, vous voyez le tableau entier, les 4 enfants, celui à manteau rouge, ici. Chef de bande, peut-être. Parle de l'Italie, bon, je ne sais pas. Et là, je vous dis, je ne vais pas faire l'analyse du tableau. 2 adultes, 2 enfants qui attendent, et un dernier ici qui est à la porte, qui semble surveiller. Surveiller quoi? Parce que s'il surveille, normalement, il doit surveiller vers l'extérieur, ben, il doit faire les deux. Et là, il semble s'adresser à nous, et il a l'index vers le haut, faisant signe du calme, doucement. Ne pas perturber, ne pas déranger. Il faut dire que tout le monde ici est très calme autour. Hein. Donc, on les laisse jouer. L'enjeu est sur la table. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Et voilà. Quant à lui, bon, ben, c'est connu. Hein. L'histoire du doigt, ici, il a 6 doigts. Il a 6 doigts. 1, 2, 3, 4. Ok. 5. Vous voyez? Ça paraît... ouais. L'index, c'est le 5e. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il a été rajouté. Voilà. J'ai terminé. Et je vous dis merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.